Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurent Bézin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici dans le cadre de la Semaine du cerveau. Vous êtes chercheur au CNRS, directeur adjoint du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et vous travaillez plus spécifiquement sur la question de l'épilepsie. Quels sont on sait que c'est une maladie qui n'est pas si rare, hein, c'est 650 000 personnes atteintes en France, environ 1% de la population. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette maladie ? Alors, ce que l'on sait de l'épilepsie aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais de tout un spectre de maladies. C'est un nombre de pathologies qui vont être très différents selon qu'on débute très tôt dans la maladie ou qu'on la développe beaucoup plus tardivement, au cours du vieillissement notamment, et qu'elle soit de composante génétique ou qu'elle ait été acquise. Donc en fait, les phénomènes physiopathologiques vont être très différents et donc les approches doivent être très différentes également dans le cadre en tout cas des thérapeutiques qui seront données. Ce que l'on sait de l'épilepsie aujourd'hui, c'est que c'est un dysfonctionnement du cerveau où à un moment donné, des ensembles de neurones vont se mettre à décharger de façon massive, se répondre à cette excitation, se répondre à des zones plus ou moins étendues du cerveau, faisant qu'on va avoir des manifestations qui vont être très différentes, avec par exemple des épilepsies absences, avec l'impression que la personne est dans la lune pendant un certain moment, et puis des épilepsies qui vont être dans un spectre phénotypique totalement opposé, avec ce que l'on connaît de l'épilepsie, avec perte de connaissance, tremblement, chute, etc., et un retour à un état de conscience normal, beaucoup plus lent, et ce sont ces épilepsies qui sont généralement le plus ancrées dans les mémoires collectives. Mais alors il y en a tout un autre spectre, un spectre très très large en tout cas. Les origines de ces maladies, Alors elles peuvent être génétiques ou accidentelles. Elles peuvent être génétiques ou accidentelles, donc acquises, et donc oui, absolument, oui. Mais les maladies d'origine génétique constituent la minorité en tout cas des épilepsies. Un grand nombre d'épilepsies étant acquises à la suite d'infections qui peuvent toucher le système nerveux central, de traumatismes crâniens, d'accidents vasculaires cérébraux, de certaines tumeurs cérébrales, par exemple. Donc oui, le spectre est relativement large. Et en matière de traitement, où est-ce qu'on en est ? Alors en matière de traitement, aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 2 tiers des patients répondent aux traitements qui ont été développés jusqu'à présent. Donc c'est quand même une bonne chose. Malgré... Il y en a un tiers qui sont pharmacorésistants. Alors, avec un tiers qui sont pharmacorésistants, mais ce qu'il y a, c'est que même parmi les 2 tiers qui sont pharmaco, on va dire, répondants, dont les crises, alors ce qu'on va dire quand on a un médicament antiépileptique, c'est essentiellement pour les crises d'épilepsie. Sauf que l'épilepsie, ce ne sont pas que des crises d'épilepsie. Et ce qu'il y a, c'est que parmi ces 2 tiers de patients qui sont pharmacorépondants pour les crises d'épilepsie, il y a encore un grand champ de pathologies qui sont associées, qu'on appelle des comorbidités, qui, elles, ne sont pas encore complètement adressées. Donc il y a des développements thérapeutiques qui doivent être également réalisés pour ce type de patients-là. Et puis ensuite, il y a le tiers de patients qui malheureusement continuent à faire des crises malgré la prise de traitement. Et pour là, il y a 2 possibilités. Soit il y a la chirurgie quand elle est indiquée, c'est-à-dire que quand on va couper les connexions cérébrales qui véhiculent les crises, ou quand on va prélever, réséquer la région du cerveau qui est à l'origine des crises. Donc quand l'indication est possible, oui, il y a possibilité. Avec des risques importants, puisque le cerveau ça ne se régénère pas. Hein. Absolument, avec des risques, mais qui sont quand même appréhendés par des examens qui sont quand même relativement invasifs, qui sont longs. Avant l'opération, on va implanter des électrodes profondément dans le cerveau du patient, dans la zone que l'on suspecte comme étant à l'origine des crises, pour essayer de voir avant la résection, donc l'opération, de voir quelles vont être les complications qui vont accompagner ou pas cette résection. Et donc si le bénéfice est largement supérieur au risque, alors l'opération est proposée, mais le patient de toute façon a le dernier mot pour, in fine, décider si oui ou non l'opération aura lieu ou pas. Alors vous travaillez aussi sur de la recherche de nouveaux médicaments. Et alors donc oui, il ne faut pas s'attendre à un médicament miracle. Absolument. Donc l'autre axe de développement, c'est le médicament. Alors pour les crises, on peut imaginer toujours un médicament miracle, mais ce qu'il y a, c'est que 3 options. Soit il y a une molécule qui va être proposée. Donc on a aujourd'hui entre 25 et 30 médicaments antiépileptiques. Donc l'objectif, c'est de se dire quel est le développement qu'il va falloir développer
et qui aillent dans des mécanismes différents de ceux qui étaient adressés avant par ces médicaments. C'est-à-dire ne pas refaire des médicaments qui vont adresser les mêmes circuits neuronaux, les mêmes problématiques neuronales que ce qui a été fait auparavant. Donc c'est développer, innover en sens de quel type de molécule aujourd'hui, quel type de mécanisme il faut adresser. Mais il n'y a pas que du médicament aujourd'hui, il y a de la thérapie génique, il y a de la thérapie cellulaire, mais à un moment donné, il faut juste se dire que quelle que soit l'option qui sera envisagée, on est sur un réseau quand même qui a été dysfonctionnel pendant un grand nombre d'années. Et qu'il ne faut pas imaginer une molécule ou une solution miracle qui va dire à un moment donné, je vais apporter cela et tout va être résolu. Non, il va falloir apporter également un complément remédiatif, vraisemblablement par du comportement, des approches comportementales, des approches sensorielles, qui vont permettre à un moment donné de croiser ce que fait le médicament ou l'approche thérapeutique à un moment donné, et qui doit remettre les circuits neuronaux sur des rails tels qu'ils auraient dû être si tout s'était bien passé avant le développement de l'épilepsie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des circuits qui sont dysfonctionnels, qui sont en dehors des rails. Le but, c'est de promouvoir des mécanismes qui vont permettre de régénérer des choses sur un sens fonctionnel, mais en mettant ces mécanismes sur des bons rails. Et pour ces bons rails, eh bien, il y a des approches comportementales qui devront être mises en place et sensorielles, en essayant en tout cas de guider au mieux la façon dont le médicament doit agir. Il y a un aspect qui concerne peut-être plus les recherches en sciences humaines et sociales, c'est la dimension de l'inclusion, parce qu'avec ces maladies, il y a aussi beaucoup de conséquences sur la vie sociale, sur la capacité d'apprentissage et sur aussi des métiers qui ne sont pas conseillés ou la possibilité de conduite. Donc il y a toute une problématique d'inclusion des personnes qui sont atteintes. Absolument. Le gros problème, en tout cas, que l'on a avec l'épilepsie, c'est que c'est une maladie qui fait peur, tout simplement parce que, alors en anglais on dit seizures, comme si on était saisi par la crise, c'est-à-dire que la crise, elle arrive sans qu'on puisse réellement la programmer à moins de quelques secondes. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et donc, du coup, ça restreint un certain nombre de possibilités. Imaginez un patient qui serait une personne avec épilepsie qui serait sur un poste dangereux et le mettant lui-même en danger. Alors, on ne parle même pas du danger pour autrui, mais lui-même en danger, on ne pourrait pas lui permettre, en tout cas, de travailler sans pouvoir prévenir suffisamment la crise. Voilà. Donc ça, c'est un problème majeur que rencontrent les personnes souffrant d'épilepsie. Mais il y a également toute la stigmatisation, toute l'incompréhension qu'il y a autour de l'épilepsie, qui souvent fait peur. Et donc, c'est une exclusion sociale à laquelle sont exposés les patients qui souffrent d'épilepsie. Imaginez des enfants qui sont à l'école, c'est l'anniversaire de l'un, on va inviter les copains le samedi et les copines pour l'anniversaire, il y a une piscine. Mais le seul fait que, justement, il y ait possibilité qu'un enfant épileptique puisse faire une crise à un moment donné où il va y avoir accès à la piscine, les parents qui invitent préfèrent ne pas inviter celui qui a justement une crise d'épilepsie. Donc on a une exclusion sociale qui est relativement, en tout cas, développée aujourd'hui. Et l'objectif, c'est quand même de mieux informer des risques, mieux informer également de la façon dont il va falloir se conduire avec une personne qui souffre d'épilepsie. Oui, il y a des préjugés, il y a des mauvaises réactions, notamment le fantasme, l'idée qu'il faut éviter qu'on avale sa langue et donc mettre la main dans la bouche. En fait, c'est surtout à ne pas faire, quoi. Ah oui, surtout si vous ne voulez pas perdre vos doigts, ça c'est sûr. Il faut absolument éviter, en tout cas, de mettre votre main dans la bouche d'un patient qui souffre d'épilepsie. Non, il y a des mesures sécuritaires aujourd'hui. L'objectif, en tout cas, c'est de sécuriser l'environnement du patient qui souffre d'épilepsie en enlevant autour de lui tout objet ou tout élément qui pourrait le mettre en danger physiquement, et ensuite donc l'allonger, le mettre sur le côté, protéger sa tête et l'accompagner et rester à côté de lui. Il ne faut pas s'inquiéter, il n'avalera pas sa langue, quoi. Il n'avalera pas sa langue, mais c'est surtout être à côté de lui. Et la crise ne se finit pas seulement, en tout cas le problème ne se finit pas avec la crise. Après la crise, dans certains cas, il peut y avoir vraiment des états d'altération de la conscience où le patient ne va pas être complètement revenu à lui et avec en tout cas des errances qui peuvent poser problème. Donc tout l'objectif, c'est de mieux informer sur l'épilepsie, sur le moment de la crise, mais sur le moment qui vient après la crise, pour permettre à la personne, en tout cas, d'être en toute sécurité jusqu'à ce qu'il soit complètement revenu ou qu'elle soit complètement revenue à lui. Sur la prévention des crises, vous avez parlé de quelques secondes.
Les chiens, un certain nombre de chiens qui sont dressés, sont capables de les anticiper un peu plus en amont. Absolument. Et c'est une solution qui se développe, des handichiens qui accompagnent les personnes épileptiques. Absolument. Et là, on parle vraiment de la qualité de vie du patient qui souffre d'épilepsie ou de la personne qui souffre d'épilepsie. Ce sont des chiens qui ont été éduqués à dresser, à reconnaître l'odeur, une odeur en tout cas, qui serait émise par le patient avant même qu'il ne développe réellement sa crise. Et donc, ce que va détecter le chien, c'est en étant à proximité justement de la personne avec laquelle il vit, c'est de pouvoir détecter cette émission d'odeur et donc alerter le patient qu'une crise va arriver. Donc, ça lui permet de se mettre en sécurité, d'une part. Mais l'autre avantage, c'est également, il va pouvoir, comme je vous le disais, sécuriser la personne avec épilepsie une fois qu'elle a fait sa crise, avant qu'elle ne revienne à son état de conscience plein. C'est-à-dire que pendant cette période d'altération de la conscience, post-crise, c'est de sécuriser le patient en venant se blottir contre lui ou contre elle et attendre que justement tout se passe bien, disons, faire en sorte que tout se passe bien jusqu'à en tout cas le recouvrement total de l'état de conscience. Et c'est aussi une maladie qui est ouverte au cannabis thérapeutique. Alors oui, et donc quand on parle de cannabis thérapeutique, il faut quand même faire très très attention, hein. Dans le cannabis, tout le monde connaît très bien le cannabis pour ses effets récréatifs et qui sont dus à un psychotrope qui est donc le THC qui est inclus dans le cannabis. Là, ce qu'on va rechercher, c'est pas l'effet THC, c'est l'effet d'une autre molécule qui est contenue dans le cannabis qui s'appelle le cannabidiol. Et donc, alors du cannabidiol aujourd'hui, le CBD. Tout le monde en entend parler, on en trouve dans les bureaux de tabac, on en trouve un petit peu de partout aujourd'hui. La problématique, c'est que quand on en fait un médicament, il faut vraiment s'assurer de la concentration du cannabidiol, etc. Et donc le cannabidiol qui est donné à des fins thérapeutiques à ces personnes qui souffrent d'épilepsie, c'est du cannabidiol qui est une prescription médicale extrêmement bien contrôlée. Voilà. Un dernier mot sur cette semaine du cerveau. On rappelle qu'il y a une vingtaine d'événements dans l'agglomération lyonnaise toute la semaine. On peut renvoyer aussi du CNRS pour avoir le programme. Oui. Est-ce que le cerveau est encore terra incognita ? Alors, je dirais que tout ce qui est du monde de la vie, tout ce qui du domaine nous entoure est toujours quand même largement source d'inspiration et d'inconnus, et donc qui motive en tout cas nos recherches. Mais force est de constater quand même que depuis les décennies qui sont suivies, on a fait quand même des connaissances majeures dans le domaine des neurosciences. Donc on ne peut pas dire que ce soit terra incognita. On a un bon socle de connaissances qui est en évolution permanente, mais aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que toutes ces connaissances, ce sont des connaissances collectives, c'est-à-dire qui sont rapportées par rapport à des populations de personnes dans le cadre de la compréhension du cerveau dans différentes tâches du quotidien, mais également des connaissances moyennes, pour ce qui est d'une pathologie. Et aujourd'hui, donc, dans le cadre des développements qui doivent être réalisés, aussi bien dans la population générale que dans les pathologies, c'est de mieux personnaliser, de mieux comprendre, en tout cas, à l'échelle individuelle, le fonctionnement du cerveau. Nous sommes tous des individus uniques qui évoluons dans des environnements uniques, et à partir du moment où l'expérience individuelle va former, va développer le cerveau, il est évident que nous sommes tous, même au niveau de notre fonctionnement cérébral, des individus uniques. Et donc c'est cette dimension unique qu'il faut aujourd'hui apporter, et c'est actuellement possible avec tous les développements en intelligence artificielle qui ont été réalisés et qui nous permettent donc du coup de traiter de la big data, parce qu'aujourd'hui le fonctionnement du cerveau, il faut le mettre aussi par rapport au nombre de données qui s'accumulent, et donc ce qui était impossible hier doit devenir possible aujourd'hui et sera encore plus demain. Laurent Bézin, je vous remercie, et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.